Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous parler de Cahors et de Bordeaux. Je vais vous inviter à une remontée dans le temps pour comprendre aussi le prestige du Cahors au XVIIIe siècle. Pour cela, nous allons suivre le parcours de trois voyageurs des Lumières qui se rendent sur les bords du Lot au XVIIIe siècle. Le premier arrive ici en 1778, c'est François de Paul de la Tapie, 1739-1823, qui s'y rend par obligation professionnelle en tant qu'inspecteur des arts et manufactures. À cette occasion, il consigne par écrit toutes les productions industrielles et artisanales de la province, mais comme il est également botaniste, il s'intéresse particulièrement au vin, et c'est d'ailleurs en tant que botaniste que l'intendant Dupré de Saint-Maur l'avait chargé quelques années plus tard des premières expériences de synonymie de la vigne. 2 ans plus tard, donc en 1780, Jean-François-Henri de Richepré lui succède comme directeur des opérations cadastrales de la Haute-Garonne et il consigne ses observations dans un journal qui a toujours été un document majeur pour les historiens régionaux, pour les historiens du Lot. Ingénieur, né à Nancy en 1751, sa méthode cadastrale devint un véritable modèle approuvé par l'Académie des sciences et il avait donc toutes les qualités pour décrire les cultures et l'environnement. Le troisième voyageur et le plus célèbre est un Anglais, c'est Arthur Young qui passe en 1787 par Cahors, dont il parlera dans ses voyages en France qui sortiront en 1792. Agronome, administrateur des pratiques culturelles du Norfolk, il visite les campagnes et compose un récit d'une acuité particulière. Ce sont donc ces 3 regards de spécialistes et pas des impressions de simples touristes qui permettent de dresser le tableau d'un vignoble en pleine hausse de sa production. Aux portes du Quercy, ils décrivent d'abord des lieux, c'est ce que je vais essayer de faire, avant de s'intéresser au goût du vin, ce qui permet de mieux comprendre pourquoi les barriques de Cahors descendaient si rapidement la rivière vers Bordeaux, et ce sera mon 3e thème d'étude. Donc d'abord, les lieux de la production. Les lieux de la production sont décrits par tous nos voyageurs comme un lieu escarpé. Je m'étais toujours formé de Cahors une image si affreuse que je la trouve presque une ville agréable et piquante. Je la croyais, d'après ses récits, tout à fait semblable à Saint-Jean-de-Maurienne dans les Alpes. Le rapprochement de la Tapie a de quoi surprendre. Mais dans l'étroite vallée du Lot, la ville apparaît isolée d'une part par la ceinture d'eau que constitue le Cingle, d'autre part par les parois abruptes du cirque de collines qui encerclent la boucle de toutes parts, que l'on apprécie bien d'ailleurs quand on descend à pied sur Cahors. Le relief assez accentué est une donnée majeure du site, ce qui donne à la Tapie l'impression d'être dans une montagne qu'il qualifie d'affreuse, épithète tout à fait classique des voyageurs confrontés à l'époque à la haute altitude, aux gouffres et aux précipices. L'inspecteur des manufactures fonctionne par analogie, ce qui explique qu'il pense à la vallée de la Maurienne, par laquelle il était passé 2 ans plus tôt en se rendant en Italie. Le vignoble qu'il a sous les yeux et qui escalade le Causse devient donc pour lui un vignoble de montagne. Depuis Mercuès jusqu'à Cahors, on marche presque toujours sur un grand chemin, fort étroit, entre le pied des montagnes et la rivière du Lot. Le bord opposé, qui est l'extrémité assez escarpée d'une riche plaine, offre 2 gros bourgs pittoresques, d'abord Pradines et ensuite Bellodio, avec un château d'apparence. Toutes les vignes de ces montagnes de Cahors sont plantées sur des surfaces inclinées de 45 à 50 degrés. Aussi, les espaces entre les ceps sont-ils fort larges, ces vignes sont presque perpendiculaires au sol et par conséquent fort inclinées. L'escarpement continue à donner l'impression d'une montagne, à l'image de Mercuès, le château des évêques de Cahors, qui domine le Lot de plus de 100 mètres. Arthur Young parle également de montagne et souligne le caractère tourmenté du terroir. Le véritable vin de Cahors, qui a une grande réputation, est produit par une rangée de vignes rocheuses qui se trouvent sur des hauteurs exposées au midi. Et il est appelé vin de Grave, à cause du sol pierreux. Au sortir de Cahors, la montagne rocheuse se dresse si proche qu'on la croirait vouloir tomber sur la ville.
L'agronome anglais avait compris la véritable nature des sols calcaires, mais il commet une confusion avec le vin de Grave qui se produisait en Bordelais. Or, comme on expédiait à Bordeaux les vins de Cahors pour les couper, la confusion a pu naturellement s'établir. Les analyses d'Henri de Richepret sont fort intéressantes et finalement assez proches, car il introduit pour sa part l'idée d'un périmètre délimité pour ce que l'on appelait à l'époque le vin de Cahors. Les vins connus à Bordeaux sous le nom de vin noir du Quercy ne se font que dans une douzaine de communautés aux environs de Cahors, situées sur les bords du Lot. Il évoque lui aussi le labeur du vigneron dû à la difficulté du terrain, avec notamment l'existence de cultures en terrasse. Dans certains cantons, dit-il, on élève des murailles à grands frais pour soutenir le terrain sur les pentes. Ailleurs, on est obligé de terrer fréquemment les vignes, c'est-à-dire d'y apporter de la terre. Effectivement, l'extension de la culture de la vigne explique facilement qu'on la retrouve sur des terrains de plus en plus difficiles d'accès. Et Richepret signale aussi des ceps de vigne qui sont très bas dans des zones très reculées du Causse. Globalement, tous ces voyageurs nous signalent bien qu'il y a de la vigne partout et les cartes, notamment la carte de Cassini, le confirment dans le cadre d'une polyculture que décrit Richepret. On trouve au-dessus de Cahors, sur les bords de la rivière du Lot, des plaines qu'on peut ranger parmi les sols les plus fertiles de la province. Elles sont toutes formées par des atterrissements qu'occasionne la rivière. On y cultive toutes sortes de légumes, beaucoup d'oignons, des grains de toute espèce et du chanvre. Les meilleures de ces terres produisent jusqu'à 90 livres d'arpents, mais ce qu'on doit le plus fixer l'attention, ce sont les vignes de Cahors. Comme le déploraient tous les intendants de Guyenne qui redoutaient les crises de disette, les habitants du Quercy avaient effectivement énormément planté de vignes après l'hiver 1709 qui avait détruit une grande partie du vignoble. Arthur Young, comme Richepret, n'esquive pas le problème de la progression de la culture spéculative qu'est la vigne, mais le géomètre a sur le sujet une vision qui est plus nuancée et assez originale. Les vignes ne sont pas aussi multipliées dans cette province qu'elles devraient l'être. On laisse en friche beaucoup de terres qui ne conviennent qu'à cette culture. On en trouve surtout quantité dans les élections de Cahors et de Figeac. Mais d'un autre côté, on a planté beaucoup de vignes dans des terrains très fertiles, en grains où la vigne n'est pas d'un grand produit. Cette contradiction a frappé beaucoup de personnes. On a cru autrefois qu'on y rendrait à la culture des vignes et à celle des grains les sols qui y seraient les plus propres en faisant arracher les vignes dans les terrains que l'on jugerait convenables aux grains. On a exécuté cette résolution avec autant d'ignorance que de violence. Qu'en est-il arrivé? Il y a eu de grandes méprises, on a arraché des vignes où on ne devait pas le faire. Des familles de vignerons ont été ruinées et ces terrains sont restés incultes. Richepret met en évidence ici trois facteurs essentiels dans cette expansion viticole. Elle s'était effectuée de manière anarchique, investissant des terres à céréales, alors que dans certains terroirs où elle aurait pu découler des initiatives des vignerons, la politique d'arrachage imposée par Bordeaux, par les intendants, aurait accentué des déséquilibres et des frustrations sociales. Enfin, il souligne une hypersensibilité à la conjoncture, aux données du marché, pointant particulièrement la guerre d'Amérique, qui en réorientant les cultivateurs vers la vigne, à la suite du tarissement du marché antillais dans les années 1780, allait être une des grandes causes de la crise de surproduction viticole à la veille de la Révolution. Près de Cahors, le vignoble se structurait autour des domaines seigneuriaux dont il se rapprochait peu à peu. Les grandes maisons employaient de nombreux employés domestiques ou journaliers venus des villages des alentours. Les maisons vigneronnes présentaient une architecture totalement adaptée aux besoins de la viticulture. Flanquée du pigeonnier traditionnel et précédée d'un escalier monumental, elle se présentait comme un quadrilatère massif qui est évoqué par Arthur Young. La forme et la couleur des maisons des paysans contribuent à la beauté de ce pays. Elles sont carrées, blanches, avec des toits presque plats, mais peu de fenêtres. Les paysans sont pour la plupart propriétaires. L'habitation se trouvait à l'étage, sous le grenier éclairé et ventilé par des fenestrous,
de formes variées, et l'exploitation était au niveau du sol, dans des caves cloisonnées, pour délimiter l'espace consacré à la vinification et aux chais de conservation. Il existait deux types de toitures, des toitures dites celtiques dans le Haut-Quercy, adaptées à l'emploi des lauses, ou de tuiles plates qui permettaient la récupération des eaux pluviales nécessaires en pays de Causse, et des toitures à plus faible pente. Voilà un petit peu comment se présentait, selon nos voyageurs, ce pays. À partir de là, la place du vin de Cahors est incontestablement reconnue au XVIIIe siècle. D'abord pour son goût, pour le goût du vin. Pour un voyageur qui parcourt la France, la compréhension de l'environnement s'effectue d'abord par les sens. Dans une période pré-romantique où la perception est valorisée, Arthur Young ne faillit pas à la règle et il ne manque pas de livrer ses impressions gustatives sur le papier. Nous en bûmes à l'hôtel des Trois Rois, qui avait de 3 à 10 ans, ce dernier à 30 sous la bouteille. Les deux étaient excellents, ayant du corps et du montant, mais sans être capiteux, et au goût de mon palais, bien meilleurs que nos Porto. La comparaison avec le Porto est un peu inattendue, mais Richepret fournit probablement la raison de cette analogie. Quelques particuliers augmentent le prix de ce vin en faisant cuire dans des chaudières, on en a parlé tout à l'heure, fait exprès toute la vendange, voire en y mêlant un 1/5 de raisin blanc. Ils mélangent ce vin cuit en remplissant les barriques avec un 1/8 de liqueur composé de jus de raisin noir grillé au four et qui n'a pas fermenté, et d'un 1/8 d'esprit de vin bien rectifié. On y met aussi des clous de girofle, de la cannelle et de l'iris de Florence. Le vin cuit permet de mieux comprendre l'association avec le Porto qu'effectue ici notre voyageur anglais. Le procédé employé fait un peu penser aujourd'hui au Macvin du Jura, qui est une boisson issue du mutage du mou par de l'alcool. Le mutage tue les levures présentes dans le mou et empêche la fermentation du sucre, ce qui fournit un produit stable, sans risque de dégradation du sucre. Arthur Young, c'est probablement ce type de boisson que déguste Arthur Young et qui entraîne sa faveur. Le vin de Cahors a autant de corps que le Porto, mais il est bien meilleur. Richepret signale aussi l'insertion d'adjuvants, comme la cannelle et les clous de girofle. Alors, ces pratiques confirment ce que l'on buvait encore au XVIIIe siècle. Ce que l'on buvait était très différent de ce que l'on boit aujourd'hui, mais elles prouvent aussi un décalage chronologique avec le Bordelais, où ces pratiques d'insertion d'autres produits ont disparu dans le courant du XVIIe siècle. L'une des spécificités du Cahors était également un fort degré alcoolique que le voyageur anglais met clairement en liaison avec la latitude plus méridionale que le Bordelais. La chaleur de ce pays est en relation avec la production de ce vin si fort. Véritablement conquis, il se met d'accord pour que l'aubergiste, qui est dénommé Andouri, lui en procure sans qu'il parvienne à retrouver la même saveur, puisqu'on lit ensuite dans ses notes « Depuis, j'ai eu de lui une barrique », qui lui a donc été envoyée en Angleterre. Mais soit qu'il m'ait envoyé du mauvais vin, ce que je ne veux pas croire, soit que le vin soit tombé en de mauvaises mains, je ne sais, il est si mauvais que cette emplette a été une vraie bêtise. En réalité, il y avait des manipulations qui s'effectuaient, on en a plusieurs preuves, dans le port de Bordeaux. Comme le souligne Richepret, le cépage qui s'identifiait au Cahors était l'auxerrois, donc plus souvent appelé Malbec, qui lui donnait ses caractéristiques de vin charpenté et tannique. Il restait encore dominant au début du XIXe siècle, si l'on en croit un rapport édité par la Société d'agriculture du Lot en 1837. Je lis. Cette contrée faisait un premier vin appelé vin noir qu'elle composait avec le raisin nommé auxerrois. Ce vin avait un débouché assuré dans le nord de l'Europe, dans les Antilles et autres parties du Nouveau Monde. Le prix moyen de cette espèce de vin était de 3 à 400 francs le tonneau. La seconde qualité de vin, appelée vin rosé, se composait avec 1/3 d'auxerrois et 2/3 de raisin blanc ou autres bonnes espèces. Quelquefois, on faisait passer ce résidu sur la vendange du vin noir et l'on obtenait un vin généreux de longue durée qui, après quelques années, était servi sur les meilleures tables comme vin de liqueur.
Cette espèce de vin trouvait ses débouchés dans diverses parties de la France. Il était apprécié partout où il était connu. Des cépages plus productifs avaient été adjoints à l'auxerrois, et ce, dès le XVIIIe siècle, pour obtenir une récolte plus abondante qui permettait de répondre à la demande. La première qualité de vin, le vin noir si précieux, était particulièrement goûté par sa consistance et la couleur de sa robe. À Bordeaux, il permettait de remonter facilement une vendange qui ne bénéficiait pas du fort ensoleillement du Quercy, mais il perdait par là même son identité. On l'a vu tout à l'heure au travers du témoignage d'Arthurio. Les vins de liqueur de type ratafia, le marc de Rogome, comme on lit dans les textes, ou vin regommé, renforçaient les lettres de noblesse données au Quercy par le vin noir. Ceci dit, il y avait aussi des vins plus durs, plus âpres, qui venaient de zones difficiles et dont le seul but était de corser les vins bordelais. Enfin, une partie de la production était transformée en alcool, ce qui l'a valorisé. Ils font beaucoup d'eau-de-vie, 5 barriques en forment une eau-de-vie, écrit encore Arthurio. Ces barriques descendaient donc le fleuve, ce sera ma troisième partie, puisque nous avons affaire à un vin qui est très largement commercialisé, mais le parcours vers Bordeaux est un parcours semé d'embûches. Le marché atlantique était la cause manifeste de l'expansion du vin. Pourtant, la route apparaît bien éloignée jusqu'à Bordeaux, comme le souligne Richepret. Les principales causes qui diminuent le prix des vins de Quercy sont le mauvais état des chemins, les difficultés de la navigation du Lot, qu'on pourrait améliorer dans toute cette partie de la province, la gêne de l'entrepôt à Bordeaux et la petitesse de la jauge. Il précise le problème un petit peu plus loin. Ces vins s'exportent en assez grande quantité hors de la province, mais on en exporterait encore davantage si la navigation du Lot était aussi facile qu'elle peut le devenir, et si la ville de Bordeaux n'opposait pas autant de gêne au commerce des vins qui ne sont pas de son cru. Cependant, l'élection de Cahors est couverte de coteaux et de terres incultes qui produiraient d'abondantes vendanges si le commerce des vins était plus facile. L'accusation contre Bordeaux est ici très clairement expliquée. Le premier obstacle était donc très clairement la navigation sur le Lot, étudiée naguère par Philippe d'Helvit. Une fois chargée et armée, la gabarre glissait au fil de l'eau, mais la navigation restait très tributaire de l'état des eaux de la rivière. Les maîtres de bateau étaient amenés à régler du mieux possible leur chargement afin d'aligner la jauge du bateau sur la hauteur d'eau disponible. 3 ou 4 tonneaux de trop pouvaient marquer la différence entre le passage réussi et la déchirure de la soie du navire. Une partie de l'art de la navigation tenait dans cette appréciation. Trop peu chargé entraînait l'utilisation d'allèges d'accompagnement qui grevaient le bénéfice du maître de bateau. Trop chargé pouvait entraîner la perte de tout le chargement, comme cela a lieu par exemple à Saint-Vite, près de Fumel, en 1739. La digue, on trouve cela dans un témoignage, la digue est toujours dans son triste débris et nous avons vu un bateau qui s'y est perdu depuis hier, chargé de sel et autres marchandises, que ce malheur a ruiné entièrement le maître du bateau. L'homme qui tenait le gouvernail disposait de quelques dizaines de secondes pour orienter son bâtiment vers la seule direction favorable. S'il se trompait, c'était le heurt avec la digue en pleine vitesse, mais si tout se passait bien, le confluent du Lot et de la Garonne était atteint en 3 jours après avoir quitté le Rouergue, et Bordeaux était ensuite à 5 jours ou 6 au maximum, à 500 km de rivière. Donc la comparaison avec les misérables étapes faites par les voitures de terre à la même époque explique pourquoi on prend la voie d'eau, explique la supériorité de la voie d'eau. La deuxième barrière évoquée par Richepret tient bien sûr aux barrières qu'avait érigées la bourgeoisie bordelaise pour se protéger contre l'invasion des vins du Haut-Pays, et que cela soit les vins du Bergeracois, les vins du Périgord, ceux de Gaillac ou ceux de Cahors. Dès le XIIIe siècle, les crus de Bordeaux furent en effet dotés d'un statut à part. Ils recevaient des privilèges, tandis que ceux du Haut-Pays, vendus également dans le duché d'Aquitaine, étaient astreints à des taxes plus sévères
et devait adopter à cet effet un conditionnement différent de la barrique bordelaise, d'où les problèmes de jauge qui ont été signalés tout à l'heure par Richepret. À l'époque moderne, rien ne change, tout se précise, se renforce, s'accentue. Les étrennes bordelaises, qui parlent clairement de privilèges, soulignent, je cite, « Les bourgeois et les habitants de Bordeaux et de ses faubourgs ont seuls le droit de faire entrer dans la ville les vins qu'ils recueillent dans leurs propres vignes, dans l'étendue de la sénéchaussée privilégiée. Pour jouir de ce privilège, ils sont obligés de résider avec leur famille pendant au moins plus de 6 mois de l'année dans la dite ville ou ses faubourgs. » Plus loin, il est spécifié que les barriques des bourgeois de Bordeaux et celles du Haut-Pays ne peuvent pas être déposées en même temps dans les celliers de la ville. Le siècle voit ainsi l'affrontement de deux conceptions diamétralement opposées. L'une faite de contraintes multiples et de défense acharnée de ce privilège, l'autre aboutit à l'édit de Turgot en 1776. Dès les années 1730, les novateurs, ceux qui sont pour la liberté du commerce, démontraient l'inanité de nombreuses interdictions de planter ainsi que leur inefficacité. Les arrêts du Conseil d'État de 1725, 1727, puis plus tard du 2 août 1729 ne résolurent pas le problème, pas plus que les appels à l'arrachage des vignes. Le préambule à l'édit de Turgot de 1776 résumait ainsi la situation. Les vins du Languedoc n'ont pas la liberté de descendre la Garonne avant la Saint-Martin. Il n'est pas permis de les vendre avant le 1er décembre. On ne souffre pas que ceux du Périgord, de l'Agenais, du Quercy et de toute la Haute-Guyenne arrivent à Bordeaux avant les fêtes de Noël. Ainsi, les producteurs de vins du Haut-Pays étaient désavantagés puisque les tractations avec les marchands étrangers s'effectuaient d'abord sur les vins de la sénéchaussée proche, et lorsque les tonneaux du Haut-Pays finissaient par arriver, beaucoup de négociants avaient déjà regagné l'Europe du Nord. À cela s'ajoutaient les contraintes sur la fabrication des fûts. Comme le précisaient plusieurs arrêts du Parlement, les Bordelais avaient en effet toujours voulu contrôler les barriques en étant capables de les distinguer les unes des autres d'un simple regard. Ainsi, la législation était claire. Les barriques de Bordeaux ont été de tout temps de la contenance de 32 verges, cerclées à chaque bout de châtaignier en plein, c'est-à-dire sans aucun intervalle. En fait, il n'y eut qu'une très courte période de liberté totale, lorsque l'édit de Turgot d'avril 1776 supprima tous les privilèges relatifs au vin, abrogeant tous les règlements accordés aux villes, bourgs et autres lieux qui portaient empêchement à leur entrée, débit, entrepôt et transport, par mer et par terre. Très en colère, le Parlement de Bordeaux, c'est-à-dire les hauts magistrats bordelais, qui sont aussi propriétaires des vignes du Médoc, donc le Parlement de Bordeaux ne l'enregistra que le 3 septembre. L'arrêt du 24 novembre 1778 revint à peu près à l'état antérieur, donc cet état de liberté n'a véritablement duré que 2 ans. L'article 7 ne permettait l'entrée des vins de Bordeaux qu'aux vins du Bordelais, dont dans les cabarets de la ville, on ne pouvait débiter que les vins des bourgeois de Bordeaux. Et pourtant, Bordeaux n'est-il pas le port du Cahors? Les Bordelais se défendirent donc avec âpreté contre la concurrence des producteurs du Haut-Pays, mais règlements et tracasseries n'empêchèrent pas le Cahors d'arriver sur le port de Bordeaux, ainsi que le souligne bien Arthur Young. Les habitants et les propriétaires, écrit-il, les habitants et les propriétaires ne s'occupent guère du commerce des vins, des courtiers les achètent pour les marchands de Bordeaux qui les mêlent avec leurs propres vins légers auxquels ils donnent du corps et les vendent comme carré aux Anglais et aux Hollandais. Richepret confirme en écrivant que ces vins de Cahors s'exportent par Bordeaux dans le Nord, à Hambourg, à Danzig, à Berlin. Et sans les gènes multipliés que le commerce éprouve dans cette ville, il s'en exporterait bien davantage. Et pourtant, l'étude de Philippe Delvitte démontre de manière convaincante la hausse en flèche des barriques et autres futailles qui descendaient le Lot. Aucune donnée statistique ne subsiste des divers péages levés sur le Lot en aval de Villeneuve-sur-Lot. Mais il s'appuie dans son étude sur un mémoire du XIXe siècle qui nous a permis de vous présenter un certain nombre de chiffres très clairs. En 1712-1714,
438 tonneaux du vin de Quercy débarquaient en moyenne au Chartron, à Bordeaux, chaque année. Entre 1720 et 1722, on en est à 905. Entre 1730 et 1732, 10 ans plus tard, on en est à plus de 1100. Entre 1737 et 1739, 2409. Entre 1743 et 1745, 3465. Et entre 1749 et 1751, 3843. L'année record sera l'année 1754, avec pratiquement 7000 tonneaux, un tout petit peu moins. C'est le record absolu du siècle, 1754. Entre 1752 et 1754, Bordeaux, malgré toutes les entraves, avait bien reçu 15 fois plus de vin de Cahors qu'entre 1712 et 1714. L'ascension se poursuivit de manière irrésistible dans la deuxième moitié du siècle et à la veille de 1789, d'où la surproduction dont je parlais tout à l'heure, on en est à 14 000 tonneaux. Les privilèges bordelais dictaient des rythmes très particuliers à la navigation. La contraction des échanges dans les 3 ou 4 mois qui suivaient Noël nécessitait la mobilisation de plusieurs centaines de bateaux pour acheminer le précieux nectar vers Laval et de plusieurs milliers de matelots pour servir le négoce. Ainsi, avant la Révolution de 1789, le vignoble de Cahors était-il disparate, mais florissant. Si florissant même que les contrefaçons existaient et que les négociants demandèrent le contrôle des crus de la côte du Lot, leur estampillage à feu sur les futailles et le cachet afin de prévenir toute tentative de fraude, car les fraudes étaient très abondantes. Par leur degré alcoolique, leur capacité à vieillir, leur cépage, le Malbec, leur couleur, ils présentaient une véritable typicité qui les rendait très attractifs à l'exportation. Les îles, l'Amérique, les rivages de la Baltique, les ports bretons, ceux de la mer du Nord, recevaient ce vin de Cahors qui voyageait si bien.